Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le CECA. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous présenter les rôles et missions de la mission, justement, événements indésirables graves associés aux soins du CECA. Sachant que ce webinaire est organisé dans le cadre du programme de travail du CECA, inscrit dans le CEPOM RSCK 2023-2027. Moi, je suis Véronique Garcia, chef de projet et responsable gestion des risques au CECA. Et donc, je suis accompagnée de Marie Connier, je suis médecine interne en réanimation médicale. Et donc, j'ai intégré le CECA depuis 1 an. J'anime avec mes collègues de la mission l'accompagnement des événements indésirables graves dans le cadre de l'analyse approfondie des causes et le suivi des plans d'action que l'on peut proposer. Et je suis également disponible dans le cadre des projets en lien avec les urgences, le SAMU, la réanimation et l'expérience patient. Et donc, à ma droite. Donc moi, je suis Muriel Zago, je suis cadre de santé spécialisée en bloc opératoire. Je suis chargée de mission au niveau du CECA depuis 5 ans et j'accompagne les professionnels qui en font la demande dans l'analyse approfondie des causes d'événements indésirables graves associés aux soins avec mes collègues, donc Dr Gonnier et Dr Garcia. Donc, nous aurons également le plaisir d'être accompagnés au cours de cette heure à venir, donc pour ce webinaire, par des professionnels d'établissements de santé que la mission IGS a eu le plaisir d'accueillir. Donc, notamment, on verra tout à l'heure Monsieur Rémi Rouma, qui est ingénieur qualité gestion des risques au centre hospitalier d'Agen, qui est déjà connecté, on le remercie, il se présentera de manière plus précise tout à l'heure. Et puis, alors, nous avons des petits soucis de connexion, j'espère qu'on pourra avoir les deux autres intervenants, à savoir le docteur Bosque, qui est praticien hospitalier au centre hospitalier de Ruffec, et également, voilà, donc elle essaye, je vois en direct live, je vous fais le retour des informations que nous avons. Donc elle essaye, elle fait tout son possible pour se connecter avec nous. Et donc, j'ai la troisième personne, je vais y arriver, vous voyez, j'essaye de faire deux choses en même temps, c'est compliqué. La troisième personne, donc c'est Monsieur Perecoechea, qui est ingénieur qualité gestion des risques au centre hospitalier de Pau. Donc là aussi, nous espérons que tout se passera bien et qu'ils pourront se joindre à nous, ce qui pourrait enrichir vraiment cette présentation aujourd'hui. Alors, nous vous proposons, voilà, de commencer cette présentation si nous ne sommes pas trahis par la technique. Oui, ça y est, on y arrive. Alors, quelques mots de présentation du CECA, très rapidement. Ah si, ce que j'ai oublié de dire, je fais dans le désordre, désolé. Simplement, vous avez la possibilité d'accéder via l'onglet questions, donc justement via le GoToMeeting, GoToWebinar, on va y arriver, désolé. Via l'onglet questions, vous pouvez nous poser des questions tout au long de cette présentation. Surtout, n'hésitez pas à interagir en direct. C'est vrai que ces formalités de webinaire ne permettent pas d'interactivité en live, donc de vous avoir et que vous puissiez poser vos questions oralement, j'ai envie de dire. Donc là, surtout, n'hésitez pas à nous écrire vos questions via l'onglet questions. On se fera un plaisir, bien entendu, d'y répondre au fil de l'eau, sans aucun problème. Vous pouvez déjà télécharger cette présentation disponible au format PDF, là aussi, à l'endroit où vous vous êtes connecté. Et donc, cette présentation donnera lieu, ce webinaire donne lieu à un replay. Tout est enregistré. Donc, ce replay sera disponible fin de journée ou plus tard demain matin, si vous souhaitez pouvoir y accéder également. Donc, je vous disais quelques mots d'introduction de présentation du CECA. Donc, le CECA, c'est la structure régionale d'appui à la qualité et à la sécurité des soins pour la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'ACK, c'est le comité de coordination de l'évaluation clinique et de la qualité de Nouvelle-Aquitaine.
Donc, une structure qui existe depuis, une association créée depuis 1996, dont le périmètre d'intervention depuis 2015 porte sur les 3 anciennes régions Poitou-Charentes, tu peux m'aider, Limousin. Merci, et Aquitaine, je cherchais. Donc voilà, donc ses modalités de fonctionnement sont régies par un certain nombre de textes, et notamment le plus important, celui de 2016, portant donc création de structures régionales d'appui voilà, en France. Donc, nous disions que nous étions le CK est membre de la FORAP, hein, la structure nationale qui regroupe les 14 structures régionales d'appui du territoire français, y compris Outre-mer. Oui, quelques mots très rapidement sur l'historique de la mission EIGS. Donc, au tout départ, certains d'entre vous ont peut-être connu la CRAGE. Puis ensuite, donc, la CRAGE, donc ça date de, les petits chiffres de 2009 déjà. Puis la PRAGE, alors qui reste encore très présente, hein, connue par la majorité d'entre vous, donc qui a été créée en 2011. Et donc, la PRAGE est devenue mission EIGS à compter de 2022. Quoi vous dire de plus, hein? Eh bien que depuis la création de cette mission EIGS, qui s'appelait CRAGE puis PRAGE, eh bien il y a eu donc jusqu'à fin 2022 un peu plus de 230 analyses approfondies des causes qui ont été réalisées donc en accompagnement, soutien méthodologique des établissements qui en ont fait la demande. Et donc, vous voyez leur répartition. Donc, pourquoi un peu plus de IGS, hein, d'événements indésirables graves associés aux soins, que d'analyse? Parce qu'il arrive parfois qu'on est amené au cours d'une même séquence d'analyse, il arrive qu'on soit amené à analyser plusieurs événements indésirables graves associés aux soins. Donc là, vous voyez leur répartition en fonction des secteurs et des spécialités. Voilà très rapidement sur cette carte de la région Nouvelle-Aquitaine, la répartition donc, de ces analyses avec des territoires où on est peu sollicité, mais ça change. Déjà, le 0 de la Corrèze s'est transformé puisque nous avons été sollicités depuis début 2023 sur cette région. Donc, vous voyez, là, c'est une photo à un instant T et qui est en train d'évoluer, voilà, parce qu'on est de plus en plus sollicité, y compris, encore une fois, sur des territoires où nous n'avions pas forcément l'habitude de l'être. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'équipe de la mission s'est présentée juste au début de cette présentation. Donc, nous revoilà en photo sur cette diapositive. Bon, le point qui est important sur cette diapo, c'est surtout l'adresse mail commune donc, qui arrive vers chacune d'entre nous, eigs@tk.fr, qui est la plus importante puisque c'est par ce biais notamment, mais par ce biais que vous pouvez nous joindre et nous solliciter. Et à la fin, on montrera la page du site également où vous retrouvez numéro de téléphone, ce mail à nouveau et également un tas de ressources d'outils que vous pouvez mobiliser si vous en avez besoin. Donc encore une fois, au sein de cette équipe, vous avez un médecin, un cadre et un pharmacien. Voilà, pour dire qu'on a vraiment une compétence. Et on fait appel. Et on fait appel. Tu as raison, vas-y. Oui, on fait appel également. Voilà, bonjour, c'est important. Voilà, ça y est, il est connecté. Super. Alors, bienvenue. On est ravis de vous voir. Donc, l'idée, c'est que nous étions en train de préciser que nous faisons appel, évidemment, non, et de façon, comment dirais-je, spécifique, ponctuelle, à des experts, qu'ils soient psychiatres, gynécologues obstétriciens, médecins urgentistes, à la demande, en fait, en fonction des spécificités des accompagnements. Voilà. Donc, une petite précision, l'équipe s'élargit en fonction voilà, des secteurs et des spécificités de l'analyse. Bien sûr. Tu as bien fait de le rajouter. Je te laisse la main. Oui, si tu veux. Alors, donc, là, juste un petit rappel pour préciser un petit peu les définitions de l'EIGS. Souvent, on fait appel à nous, justement, pour repréciser un petit peu ces définitions. Bon, elles sont issues du décret du 25 novembre 2016. Et juste rapidement, préciser qu'il y a 3 choses à retenir.
qu'est-ce qui caractérise la notion de gravité d'un événement? C'est déjà le fait qu'il soit inattendu par rapport à la pathologie de la personne, mais surtout, c'est par rapport aux conséquences. Les conséquences, il y en a 3. C'est pas compliqué, c'est le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent. À partir du moment où on a un de ces 3 éléments dans les conséquences d'un événement, on peut se dire qu'il est grave et qu'il faut l'analyser. La difficulté, c'est par rapport au fait que la définition, c'est est-ce qu'il est attendu ou inattendu par rapport à la pathologie de la personne. Et ça, c'est parfois délicat. Est-ce que ça fait partie des complications ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était vraiment inopiné? Donc ça, ça demande de la réflexion. Ici, on a des médecins, encore une fois, on peut vous aider par rapport à ça. Et ça fait partie des questions à se poser. Donc ça, c'est une première définition qui est la définition fondatrice de notre travail, de la structure aussi, la raison d'être de la structure, puisqu'on vient en appui pour analyser ces événements, puisque c'est porteur d'enseignement et que c'est garant de la sécurité des soins aussi. Donc ça, c'est vraiment l'élément fondateur, c'est ce décret. Mais il y a aussi notre définition, et NIS 3, on est souvent sollicité parce qu'on nous demande souvent, mais est-ce que l'hospitalisation, la prolongation de l'hospice, c'est un critère pour identifier un événement grave ou pas? Bon, NIS 3, qui est une grande étude qui a été menée sur 3 périodes par le CECA, en 2019, en 2014, je crois que c'est 2004, 2009 et la dernière est NIS 3, donc c'est effectivement 2019. Donc, elle a été menée par le CECA. Dans sa définition, il y avait donc une prolongation de l'hospitalisation. Donc oui, on peut, s'il y a une prolongation de l'hospitalisation, analyser un des critères qui peut décider de la gravité. Voilà. Alors, il y a une autre définition qui émane du guide HAS de la FORAP de 2021 qui peut aussi aider et qui a là, comment dirais-je, associe les soins, les soins et les actes de soins et d'accompagnement. Parce que ça aussi, ça fait partie des questions qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'un acte de soins et un accompagnement, ça fait partie du périmètre d'analyse d'un événement indésirable grave? Et oui, tout à fait. À partir du moment, voilà, par exemple... C'est une question qui est posée parfois par les établissements médico-sociaux qui ont parfois du mal à se reconnaître parce qu'il y a certains événements indésirables graves qui, pour le coup, ne sont pas en lien direct avec un acte de soins technique, mais qui peuvent être en lien avec un acte d'accompagnement et donc de prise en charge, en lien direct avec la prise en charge du résident. Et vous voyez dans cette définition du guide HAS FORAP de 2021, c'est bien précisé, on rentre bien dans ce périmètre. Donc, tous les événements indésirables graves en lien avec des actes d'accompagnement doivent faire l'objet d'une déclaration et d'un signalement et d'une analyse. Par exemple, la chute d'un lève-personne ou d'un fauteuil, un établissement, enfin voilà. Voilà, donc ce sont des actes d'accompagnement et de soins qui doivent être analysés. Voilà pour les précisions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, on pourra y répondre parce que effectivement, on est sollicité pour ce type de questions et c'est normal, c'est pas toujours évident. Autre chose aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a des événements qui n'ont pas forcément pour conséquence un décès ou une mise en jeu du pronostic vital, qui sont des événements porteurs de risques, qui sont aussi ce qu'on appelle au Canada des échappées bêtes, c'est-à-dire des événements qui ont été rattrapés. Mais qui est néanmoins extrêmement intéressant d'analyser, même encore plus intéressant, on a envie de dire, d'analyser. Pourquoi? Parce que déjà, l'impact émotionnel est moins fort et on va pouvoir en parler de manière beaucoup plus sereine, j'ai envie de dire, beaucoup plus transparente pour l'analyse. Mais surtout, il débouche toujours sur des actions, encore une fois, d'amélioration et de prévention. Et donc, tout l'intérêt, et nous, on est ravis, on est absolument ravis quand on nous sollicite pour des événements porteurs de risques qui sont parfois récurrents, redondants, ou alors pas, mais qui est intéressant d'analyser parce que justement porteurs d'actions d'amélioration. Donc oui, on peut les analyser. Alors, on peut les déclarer aussi, c'est pas un problème. On n'est pas, franchement, il vaut mieux déclarer et analyser plutôt que d'être dans la sous-déclaration. C'est toujours à partir du moment où il va y avoir des actions derrière, quelque chose de constructif avec des réunions constructives derrière, oui. Et donc, ça peut être une très belle porte d'entrée dans ce processus, j'ai envie de dire, de l'analyse d'un événement indésirable.
que de passer par l'événement porteur de risque justement qui s'est bien terminé et qui a le mérite de pouvoir mettre en évidence un certain nombre de barrières qui ont bien fonctionné. Donc ça permet vraiment de prendre les choses de manière, comme le disait très justement Muriel, de manière très positive, sans l'impact émotionnel malheureusement qui est obligatoire, enfin qui est omniprésent quand malheureusement l'événement se traduit, puisqu'il est grave, un décès ou par en tout cas une conséquence grave. Donc voilà, c'est vraiment, il faut pas négliger ces événements porteurs de risques qui sont très très riches, encore une fois, en enseignement. Très important. Alors, un focus sur les événements indésirables en établissements sociaux et médico-sociaux. Donc là, il y a un autre texte, l'arrêté du 28 décembre 2016 que les professionnels du médico-social qui nous suivent aujourd'hui doivent connaître, en fait, qui précise la nature des dysfonctionnements graves et des événements dont les autorités administratives doivent être informées. Donc, vous voyez, au milieu de cette liste très importante, vous allez retrouver les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soins ou de surveillance. Mais vous voyez, ça n'est qu'une ligne au milieu d'une douzaine de situations qui sont listées, parmi lesquelles, alors c'est très hétéroclite, hein, vous allez trouver des sinistres, événements météorologiques exceptionnels. Voilà. Mais vous trouverez également les suicides et tentatives de suicide au sein des structures, de personnes prises en charge ou de personnel. Donc vous voyez, c'est une liste extrêmement importante voilà, de situations de dysfonctionnement dont il faut que vous ayez connaissance parce que celles-ci donnent lieu à signalement obligatoire. Alors, quelques mots, évidemment, un lien obligatoire avec dans cette première partie les deux diapos qui suivent, avec la certification pour les établissements sanitaires. Et puis, on verra la diapositive suivante pour ce qui concerne l'évaluation des structures, cette fois-ci, sociales et médico-sociales. Donc, pour rappel, pour les établissements de santé, les établissements sanitaires, le critère 2.4-04 est un critère impératif sur lequel, donc, qui nous dit que les équipes doivent améliorer leurs pratiques en analysant les événements indésirables associés aux soins qu'elles ont déclarés. Donc, critère impératif, ça veut dire que vraiment le système doit être en place, efficace, opérationnel, et que vous voyez, si on regarde un peu dans les éléments d'appréciation, d'évaluation, pardon, comme le soulignait Muriel, il est bien noté que les événements indésirables associés aux soins, dont les presque accidents, sont déclarés et partagés. Vous voyez, c'est un élément extrêmement important, ce critère impératif, qui sera évalué par un parcours traceur. Donc, on va investiguer le processus, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on met en place une analyse sur la base de quels événements, comment se fait la déclaration, donc comment on analyse et ensuite comment on met en place les actions d'amélioration et comment ces actions d'amélioration sont connues également par les professionnels de terrain. Ça, c'est aussi extrêmement important. Je suis en direct. Voilà. Les nouvelles, Madame Bosque devrait être connectée. Super. Donc, voilà pour ce premier critère impératif. Et en lien avec ce critère impératif, il y a également d'autres critères de ce référentiel de certification, de manuel de certification, qui sont en lien avec cette thématique. Donc là, je vous en ai affiché un premier, le 3.7-04, où là, on est dans le chapitre établissement, management. L'établissement analyse, exploite et communique la survenue d'événements indésirables associés liés aux soins. Donc là, ce critère-là sera investigué à la fois par un traceur ciblé, où là, on part d'un événement et on remonte la chaîne pour comprendre donc comment il a été déclaré, analysé, etc. Et sous la forme également d'un audit système, comme vous voyez également là dans les éléments d'évaluation, cette fois-ci en lien avec la commission des usagers. J'avance parce que le temps passe, toujours en lien avec la certification, d'autres critères qui vont être vraiment extrêmement liés avec ce critère du 2.4-04, le critère 1.1-17 qui parle cette fois-ci de l'expérience patient. Le patient est invité à faire part de son expérience, à exprimer sa satisfaction. Donc là, il y a tout un tas de travaux, et notamment au sein du CK, on a le docteur Mounier ici présente, qui travaille beaucoup sur l'expérience patient. Et c'est vrai que là, on est
typiquement dans ce sujet-là, où on n'est pas que du côté des professionnels qui essaient de comprendre ce qui s'est passé, mais qu'il y a toute l'information et le vécu du patient qui sont extrêmement importants à prendre en charge. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot ou pas. Ouais, alors, en dehors des analyses qui, en général, aujourd'hui en France, ne regroupent que les professionnels, puisque les patients, leurs familles ne sont pas invités à ces analyses réalisées au sein des établissements ou des cabinets médicaux ou de soins. Il est possible de recueillir l'expérience du patient, alors non seulement quand il est bien sûr hospitalisé, quand il vient en consultation, mais également par des entretiens téléphoniques ou des entretiens informels auprès d'équipes qui ont été formées à cela, puisque c'est un entretien, une rencontre bien particulière que recueillir l'expérience de ce qu'a vécu le patient au cours de sa prise en charge en soins, qu'il y ait ou non des événements médicaux. Il y aura toujours des points qu'il va apporter, dont il va témoigner, qui pourront être améliorés. Et donc, c'est un élément utile et qui entre en fait dans la pratique courante actuelle, mais qui n'est pas utilisé ou valorisé par les équipes, parce que il est souvent méconnu que le fait qu'un patient explique à son chirurgien qu'il a eu une infection de paroi prise en charge par son infirmière libérale, ou qu'il y a eu un problème de délivrance de médicaments, ou de dosage, ou de surveillance biologique, etc., enfin, d'ambulance, comme ça nous est de plus en plus souvent décrit. Et bien, tous ces éléments vont permettre, si on les recueille et qu'on les prend en compte, de mettre en place des plans d'action pour petit à petit améliorer des points qui semblent peut-être de moindre importance au quotidien, mais qui, accumulés, vont apporter une grande amélioration tout au long des mois et des années au sein de la structure. Donc, écouter le patient, prendre en compte son témoignage, ou celui des familles parfois, peut être très riche pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Merci beaucoup, Marie. Je vais avancer parce que le temps passe. Donc, vous trouverez encore une fois sur cette diapositive plein d'autres critères qui sont toujours en lien avec la gestion, l'analyse, la gestion la déclaration, l'analyse, la gestion des événements indésirables liés aux soins. Comme je vous le disais, une diapo cette fois-ci sur l'évaluation de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux. Et là, clairement, vous voyez, les 3 critères en lien avec cette thématique sont des critères, pour le coup, impératifs. Donc là, vraiment, il y a des attendus très forts sur cette thématique, avec différentes méthodes d'évaluation. Vous le voyez, ce sont des entretiens à chaque fois, mais ça peut être des entretiens avec l'établissement, la structure en elle-même, ça peut être des entretiens avec la structure et le conseil de la vie sociale, et également des entretiens avec les professionnels, donc en fonction du critère, effectivement. Donc en tout cas, 3 critères impératifs, d'où l'importance vraiment de structurer le dispositif à l'intérieur de vos structures. Alors, très rapidement, comment solliciter la mission IGS? Il y a 2 façons de la solliciter, soit très simplement, alors d'abord c'est le sanitaire et le médico-social qui peuvent nous solliciter. On est très content parce qu'on a de plus en plus de sollicitations du médico-social, donc continuons comme ça. Donc soit directement, soit sur mission de l'ARS. L'important de dire que nous avons une charte de confidentialité et de fonctionnement que nous proposons aux établissements, puisque les dossiers, tous les documents que vous nous envoyez sont anonymisés et sont transmis sur messagerie sécurisée. Et ces documents ne sont pas transmis à l'ARS. Ça, c'est très important parce que souvent, les médecins, les professionnels de santé ont peur de nous envoyer ces documents. Et voilà, donc c'est très important qu'on vous dise ça. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que nous avons une obligation de signalement. Nous travaillons donc de façon comment dire, autonome par rapport à l'ARS. Nous ne transmettons pas le compte-rendu des documents qui nous sont, le compte-rendu de nos réunions et aucun des documents qui nous sont envoyés. D'accord, on a un seul interlocuteur, c'est le correspondant de l'établissement et uniquement lui, donc pas l'ARS. Par contre, on a une obligation de signalement des situations exceptionnelles qui correspondent à une mise en jeu avérée de la sécurité des patients ou des résidents. Voilà.
Donc, à ce jour, la mission IGS, et ça c'est important parce qu'on a souvent des questions, elle peut vous aider à identifier les événements à déclarer, à remplir les volets 1 et 2 des signalements à l'ARS, à organiser la réunion d'analyse approfondie de cause d'un événement. On peut vous aider aussi à rédiger la chronologie des faits. On peut participer à la réunion en soutien méthodologique, à la réunion d'analyse des causes. On peut vous aider dans la rédaction du compte-rendu, vous aider à la construction du plan d'action et on va vous suivre aussi dans la mise en œuvre du plan d'action si vous avez besoin. Voilà. Le bilan des activités très rapidement parce que là, il faut juste... Voilà. Ah oui, ça c'est très important, effectivement. Voilà. C'est une action qui est financée dans le cadre du CEPON, donc souvent on nous demande effectivement est-ce qu'il faut payer pour qu'on puisse intervenir. Non, ça fait partie du rôle de toutes les SRA, de notre SRA, mais de toutes les SRA de France. Voilà, très rapidement le bilan d'activité. L'année dernière, 25 AC. Cette année, à mi-mars, on est déjà à 25 analyses. Donc, on est en train de doubler notre activité. Voilà, donc on est en train de changer peut-être un petit peu notre mode de fonctionnement avec peut-être, comment dirais-je, davantage d'accompagnement dans le suivi des actions et peut-être moins dans la rédaction des comptes rendus. Mais tout ça, c'est à voir au fil de l'eau, au cas par cas, en fonction des besoins, tout simplement. Voilà l'analyse. Donc, on va laisser à présent la parole. Il est midi, il est 14h à Thierry à Rémi Roumat, qui est notre premier interlocuteur. Donc, Rémi, si vous voulez bienvenue à vous. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si ma caméra fonctionne bien ou pas, mais est-ce que si tout le monde m'entend, ça sera déjà pas mal. Je me présente, je suis Rémi Roumat. Pardon. On ne me voit pas? Bon, c'est pas grave. Je me présente, je suis Rémi Roumat, ingénieur qualité et gestion des risques. Alors, petit historique de ma carrière hospitalière. Moi, j'ai intégré le CHD La Candélie sur Agen, qui est un établissement psychiatrique en 2011 jusqu'en 2020. Et depuis 2020, j'ai intégré le centre hospitalier Agen-Erac, qui est donc l'établissement pivot du GHT 47. Donc à ce titre-là, moi en 2021, et avec le CK et donc anciennement la Prage, c'est une vieille histoire, hein, puisque nous avons sollicité, en lien avec l'accord de ma direction à l'époque, en 2011, l'intervention de l'équipage pour nous appuyer sur l'analyse d'événements indésirables graves. On était déjà un petit peu dans cette notion-là. Comme l'établissement était adhérent au CK, on avait pu avoir cette information de cette équipe spécialisée sur lequel on avait pressenti qu'il était important de s'appuyer pour, d'une part, la culture sécurité, puisqu'on pose le contexte en 2011, hein, le texte de 2016 sur l'obligation de signalement n'était pas sorti. On était sur des équipes qui étaient face à des difficultés de situations critiques. Pour pas le cacher, c'était des cas de suicide de patients intra-hospitaliers, en prise en charge intra-hospitalière. Donc dans ce cadre-là, dans la conduite de l'analyse, comme il a été dit lors de la présentation, il y a quand même des charges émotionnelles importantes. Ce sont des événements qui sont importants de ne pas rater, puisqu'après, derrière, c'est compliqué de pouvoir s'appuyer dessus. Donc, de faire intervenir une équipe spécialisée qui est déjà efficace dans sa prise en charge, puisqu'en fait, c'est très facile à solliciter. Un mail, un coup de téléphone, on se retrouve directement en contact avec les agents, les trois personnes qui se sont présentées, et sur lequel l'échange est extrêmement simple et à l'écoute. L'avantage que l'on a trouvé aussi, c'est qu'on était quand même sur des signalements volontaires et non pas imposés. Donc du coup, de travailler avec les équipes, de fédérer autour d'une situation qui peut être jugée catastrophique, pour nous, ça nous était paru très important. Et cet exemple-là que je prends a été depuis 2011, c'est une vieille histoire avec le CK, mais on a fait intervenir la Prage et maintenant la mission EGS sur différents cas de figure et dans les deux établissements où je suis. Comme je vous dis, la sollicitation est extrêmement simple, la prise de contact est facile, et l'avantage qu'on a vu aussi, c'est que c'est une co-construction. On est sur un événement indésirable qui s'est passé au sein de notre établissement. C'est pas, entre guillemets, on refile la patate chaude au CK pour faire l'analyse. Non, on est en échange bipartite. L'établissement a la charge de recueillir les différents événements, essayer de construire une première phase de la chronologie. Là, on est sur la première étape d'orientation de l'analyse avec la Prage. Ensuite, il y a la deuxième étape de programmation de la réunion.
où là, on va consolider les différents éléments de la chronologie et la conduite de la réunion en tant que telle, où là, on était relativement très satisfait à chaque intervention, où on est dans de l'échange constructif. Le jugement de valeur, la mise en défaut, la déculpabilisation sont appuyés dès le début de la réunion et qui est très facilitant pour les échanges, où on pouvait penser que certains acteurs de la prise en charge soient un peu effacés, soient un petit peu en dehors des échanges, se sentant un petit peu mis en défaut. On n'a jamais eu ce cas de figure-là qui s'est retrouvé lors de réunions. Tout le monde a pu changer, tout le monde a pu exprimer son point de vue, et donc tout le monde a pu construire ensemble. Et l'avantage qu'on y a vu, c'est que d'un événement catastrophique, ou jugé catastrophique, on s'en retrouve à un élément fédérateur pour lequel on peut construire de façon plus pérenne avec ces équipes-là une relation de confiance en la qualité de gestion des risques. On n'est pas là que pour les aspects de certification ou de faire des analyses, on est là aussi pour les aider, les accompagner pour l'amélioration de leur pratique au quotidien. Et on a aussi l'aspect de, et ça c'est extrêmement important, c'est l'une des forces de cette équipe spécialisée, c'est la capitalisation sur l'ensemble des événements indésirables graves qui sont passés sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Quand je vous dis, au début, j'étais dans un établissement psychiatrique, là maintenant je suis plus établissement MCO avec bloc et activité à risque. L'avantage qu'on y voit, c'est que sur le site du CK et donc sur la partie UIGS, on peut retrouver les fiches RETEX de l'ensemble des événements qui sont produits, à condition que l'établissement ait en primauté donné son accord de diffusion. Mais ça, c'est fait en bonne intelligence. Mais par contre, on peut construire. Du coup, ça veut dire qu'un événement indésirable qui s'est passé dans un établissement peut aider d'autres hôpitaux qui peuvent se retrouver sur ce même cas de figure avec peut-être une culture de signalement peut-être un peu moins imprégnée ou un peu plus dans la méfiance. Mais du coup, on peut être dans on va dire, le partage d'expérience qui est extrêmement fédérateur. Et le IGS avait également mené des travaux où j'ai notamment en mémoire les red flags sur la prévention du suicide. On avait été plusieurs établissements sollicités en disant, vous avez la même problématique en faisant des analyses croisées. On fait un groupe de travail régional pour essayer de trouver des marqueurs communs et des lignes conductrices qui peuvent permettre d'appuyer et de permettre à d'autres établissements de se retrouver confrontés à ce genre de cas de figure. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie force. Et la deuxième force que l'on a pu appuyer, notamment aussi pour la construction d'événements indésirables et de plans d'action, c'est que le CK, nous, sur 2 situations, est venu avec des experts également du domaine investigué. J'ai un exemple en tête, on était sur une prise en charge pédiatrique. On était sur la prise en charge d'une filière, et bien on est venu avec un professeur du CHU de Bordeaux, hein, qui est le site pilote du coup, mais qui nous a permis de mettre du lien, d'échanger les pratiques entre le CHU de Bordeaux, ce qu'on faisait ici. Et donc on a construit directement, suite à cette réunion, des prises de contact immédiates et de la construction de filières aussi qui nous a permis un peu plus de fluidification sur les problématiques qu'on avait relevées sur les prises en charge d'urgence pédiatrique. Voilà, grosso modo, hein, les différents points que l'on avait pu faire. Après, forcément, le CK, dans sa mission EGS, est un apport. Il n'est pas, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une décharge d'analyse, c'est pas une décharge de construction ni d'animation du plan d'action. Ça, c'est charge à chaque établissement, mais de poursuivre ces travaux-là, que ces réunions d'échange avec construction de plan d'action, on soit maintenant dans la mise en œuvre. Et il y a eu une avancée qui a été mise en place au niveau de l'UIGS au fur et à mesure du temps. C'est un retour d'information à 6 mois où le CK revient vers nous pour dire voilà le plan d'action qu'on avait décidé à l'époque. Qu'est-ce que vous avez clairement mis en place ou pas, ou quelles sont vos difficultés? Est-ce qu'on peut revenir vous appuyer? Donc ça, c'est vrai qu'on y trouve aussi un élan qui permet un suivi et voir qu'il y a un réel suivi au niveau régional de ces aspects-là. Voilà ce que je pouvais dire sur ces principaux points. Après, je ne sais pas s'il y a des éléments que vous aimeriez que j'aborde un peu plus. J'essaie d'être à peu près synthétique. Mais voilà. Après, s'il y a des questions ou d'autres demandes d'informations complémentaires, bien sûr, je suis à disposition. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement complet. Et je vois que vous avez anticipé nos dernières diapositives où on allait parler du site, du CK et de la mission notamment. Non, merci beaucoup. C'était effectivement extrêmement complet. Et je pense qu'il y a des mots très importants dans tout ce que vous avez dit. J'ai retenu ma co-construction, j'ai retenu déculpabilisation. Je pense que ça, c'est effectivement important. Le recours aux experts,
l'accompagnement sur les plans d'action. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de notions qu'on avait dites de manière très rapide en introduction. Mais je pense que c'est effectivement très important. Désolée, un petit chat dans la gorge. Merci encore une fois. Je vous propose de passer la parole au docteur Bosc, qui a enfin pu nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour. Super, merci beaucoup. Bonjour. Je suis avec Élodie Girard, l'infirmière hygiéniste du centre hospitalier de Ruffec, qui n'est pas dans le Lot-et-Garonne, mais en Charente. Écrit 47, c'est pas grave. Ah, ok, on a marqué. Oh là là, mais oui. 47, oui, désolé. Désolée, on modifiera un peu. Faute. Oh là là. Mais il n'y a pas de souci. Merci. Bonjour, Madame Paul. Bonjour. Et donc, je me présente, donc Laure Bosc, je suis pharmacien hygiéniste au centre hospitalier de Ruffec, donc en Charente, mais pas seulement. Je suis aussi sur les équipes opérationnelles d'hygiène du centre hospitalier d'Angoulême et de La Rochefoucauld. Donc, en fait, nous avons fait. Donc, est-ce que je peux présenter rapidement le cas ou pas du tout c'est possible? Donc, en fait, on a fait appel au CK suite à un événement indésirable grave en lien avec la maîtrise du risque infectieux. Donc, c'était une bactériémie à SARM ayant entraîné le décès du patient dans les 7 jours suivant la bactériémie. Donc, dans quel contexte on a fait appel à vous? C'est grâce à l'ingénieur qualité qui travaille aussi sur Angoulême et qui intervient à Ruffec, qui nous a fortement conseillé de vous contacter. Et nous avons également eu le soutien dans cette démarche de notre direction et de la direction des soins également, qui étaient tout à fait d'accord pour que nous vous contactions. Alors comment s'est passé l'accompagnement? Donc ça a été une première prise de contact téléphonique. Nous avons été extrêmement bien reçus au téléphone et c'était vraiment dans une grande bienveillance de votre part. Donc, ça nous a fait du bien au moral. Ça nous a motivés en fait pour continuer dans notre démarche d'analyse des causes que nous avions débutée. Vous nous avez permis en fait de nous orienter dans les documents que vous avez demandé de fournir, puisqu'on a souhaité en fait que vous interveniez donc sur site pour l'analyse des causes, également sur les documents que nous devons rechercher pour nous aider. Et donc avec l'ingénieur qualité, donc elle nous avait déjà demandé de faire en fait une analyse Orion. Et ça nous a vraiment motivé pour continuer cette analyse Orion et d'aller vraiment dans les détails de l'analyse. Et donc, vous avez permis en fait d'affiner, vous apporté un regard totalement extérieur et neutre sur cet événement indésirable grave, et ça nous a permis en fait d'affiner, de préciser en fait les facteurs latents que nous soupçonnions, mais vous avez permis vraiment de les mettre en avant. Ça a valorisé en fait notre démarche et les professionnels ont été très à l'écoute en fait lors des interviews que nous avons menées et donc ça nous a vraiment permis de nous encourager à continuer cette analyse. Donc après, on a eu déjà un entretien téléphonique juste une semaine ou deux avant votre venue sur site. Et lorsque vous avez présenté votre analyse des causes, donc on a complété donc avec la nôtre. Donc moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Et nous on a été très surprises en fait de l'adhésion en fait de la direction et de la direction des soins, des cadres en fait, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde à la réunion. On s'attendait à beaucoup moins de monde que ça. Et bon, on a seulement eu un petit regret, c'est que les professionnels, en fait, certains professionnels qui ont vécu cet événement indésirable grave n'aient pas pu intervenir. Donc ça a été seulement notre petite déception. Et donc, ça nous a permis aussi d'avoir une certaine crédibilité face à la CME et face à la CSIRMT, aux instances hospitalières.
Donc, grâce à votre analyse des causes, on a pu monter un plan d'action réalisable. Et à ce jour, sur le plan d'action, donc on a bien avancé. On a surtout avancé sur le choix de l'antiseptique, la rédaction des documents qui ont été validés et diffusés. Et on sait déjà qu'on pourra travailler de façon plus sereine s'il y a d'autres analyses des causes à réaliser, parce que maintenant les soignants nous font vraiment confiance et ils savent en fait que ces analyses des causes, donc c'est pour améliorer leur pratique en fait. C'est pas pour les montrer du doigt, les juger. C'est vraiment pour améliorer leur pratique. Donc voilà, moi je vous remercie vraiment. Merci. Élodie, tu as quelque chose à dire? Moi, je trouve très, très enrichissant tout ce travail en collaboration. Et puis, vraiment, le fait d'apporter le plan d'action a pu être vite mis en place. Du coup, c'est très concret sur le terrain. Et c'est vraiment très bénéfique et ça permet d'adhérer, de faire adhérer les professionnels bien plus à toute cette démarche de gestion du risque infectieux. Donc, voilà, merci. Et puis, on n'hésitera pas à refaire appel à vous avec grand plaisir. Alors, pas trop vite, on espère, parce qu'en général, quand vous nous sollicitez, c'est quand même que la situation n'est pas optimale, mais merci beaucoup. C'était une boutade. En tout cas, je retiens, merci beaucoup pour vos témoignages. Il y a quelques mots là aussi qui me semblent importants, c'est le regard extérieur et neutre. Ça, c'est un point effectivement important. C'est aussi ce qu'on essaye au maximum d'apporter aux établissements. Parfois, vous êtes tout à fait en capacité, la plupart du temps, de conduire ces analyses. Mais c'est vrai que parfois, l'intervention d'un tiers extérieur permet de prendre un petit peu de recul sur ces situations souvent graves, malheureusement. Un autre point important, c'est l'adhésion, je trouve, à la fois de la gouvernance, mais aussi de vos professionnels au dispositif. Et ça, je pense que c'est permet derrière, ce qui facilite la mise en œuvre des actions et des actions, vous l'avez dit, très concrètes. Et ça, je pense que c'est important. Donc, merci encore, malgré les ennuis techniques, merci encore pour votre question et ce témoignage. Et on va passer la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Derekoetxea, qu'on va le laisser se présenter, s'il vous plaît. Bonjour et merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, je me présente. Donc, bonjour à tous. Je suis Pierre Derekoetxea, je suis ingénieur qualité et gestion des risques au centre hospitalier de Pau. Voilà, donc le centre hospitalier de Pau, c'est l'établissement support du GHT Béarn et Soule. Et ça va avoir son importance parce que je vais vous raconter un peu notre expérience vis-à-vis donc de la Prage, parce que quand on a sollicité donc les services du CK, c'était pour la Prage. Et donc au départ, on a eu besoin donc de faire recours à cette aide pour le centre hospitalier de Pau. Et ensuite, on a étendu donc cette participation au niveau du GHT, notamment avec principalement le centre hospitalier donc d'Orthès. Donc au centre hospitalier de Pau, on avait une culture de gestion des risques qui s'était instaurée depuis pas mal de temps, puisque ça faisait longtemps qu'on menait des analyses approfondies, des événements indésirables qui étaient déclarés. Et petit à petit, donc, cette culture s'est développée. On n'avait pas de difficulté pour mener à bien nos analyses approfondies d'événements indésirables dans la structure. Donc, on a une équipe qualité qui était formée et reconnue par rapport à ça. Donc, on menait à bien donc, ces réunions d'analyse. Et puis, comme la culture s'est diffusée, on a eu de plus en plus d'événements, des événements de plus en plus graves qui ont été déclarés qu'il fallait analyser. Et à un moment donné, on s'est confronté à
des déclarations d'événements vraiment catastrophiques qu'il a fallu qu'on analyse et qu'on prenne en charge. Donc c'est à ce moment-là que bon, on s'est dit que ça allait être plus délicat que les réunions d'analyse approfondie qu'on avait l'habitude de mener, et que c'était peut-être la bonne occasion de faire appel à l'aide de la PRAJ, donc pour nous aider à mener à bien donc cette réunion d'analyse, sachant que c'était le décès d'une patiente et que c'est toujours plus compliqué, plus délicat de mener ce genre de réunion. Il y a une charge émotionnelle très importante. C'était une prise en charge qui avait concerné beaucoup de services d'hospitalisation donc dans l'hôpital de Pau. Donc c'était vraiment une réunion plus complexe que celle qu'on avait l'habitude de gérer. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Donc on a eu recours donc à la PRAJ et on a été bien très satisfait d'emblée. Comme le disait un intervenant précédemment, je crois que c'était Monsieur Rouma. Donc là, il s'agissait d'un sujet sur l'obstétrique et là aussi donc après, j'avais fait appel à un professeur donc obstétricien du CHU de Bordeaux pour venir donc participer avec d'autres membres du CK de la PRAJ donc à l'analyse. Donc ça, évidemment, c'était un point intéressant, important, puisque quand on fait des analyses d'événements indésirables, on tombe bien évidemment très souvent sur des particularités, des difficultés dues à la complexité de ce qui est étudié. Donc, il faut être un expert du domaine à un moment donné pour pouvoir bien faire la part des choses. Et la présence du professeur du CHU, c'était vraiment un plus. Donc, cette réunion s'est très bien passée. On a pu repérer toutes les causes à l'origine de ce qui s'était passé. C'est vrai que la prise en charge était assez complexe. Et à l'issue, donc, dans un climat, on va dire, tout à fait favorable, on a pu donc avoir un rapport avec des causes et des actions correctrices identifiées qui ensuite ont été mises en œuvre. Donc par la suite, on a donc continué à faire appel à la PRAJ, toujours pour des événements importants, des événements de gravité supérieure. Et puis, comme au niveau du GHT, on a un comité qualité GHT, on échangeait donc régulièrement au niveau de la qualité de la gestion des risques au niveau du comité qualité. Et on a à un moment donné décidé de faire appel aussi à la PRAJ pour analyser les événements indésirables inter-établissements. Alors par rapport à ça, donc on avait déjà eu une petite expérience puisqu'on avait, ça c'est l'évolution de notre culture qualité, maîtrise des risques au sein du centre hospitalier de Pau et du GHT d'une manière générale, où puisqu'on avait des organisations qui fonctionnaient dans les établissements de santé, naturellement, pour aller plus loin, pour pouvoir compléter ce qu'on faisait, on s'est orienté vers des analyses inter-établissements. Alors, les premières qu'on avait réalisées, on avait cette expérience puisqu'on les avait faites seuls, sans l'aide du CK. Et on avait pu se confronter un petit peu aux difficultés pour mener ces analyses. C'est-à-dire, on a un établissement qui est déclarant d'un événement indésirable pour lequel il estime que tout s'est pas bien passé, notamment que peut-être les torts sont au niveau de l'autre établissement. Et donc, quand on fait la réunion d'analyse, on a un peu deux équipes, l'équipe du premier établissement, l'équipe de l'autre établissement. Et c'est pas toujours facile de mener la réunion, de conclure la réunion sans que une des deux équipes ait l'impression que on n'était pas allé au fond des choses ou que peut-être que la réunion avait été un peu orientée et que donc un établissement avait été défavorisé par rapport aux analyses, par rapport aux ressentis, par rapport aux conclusions. Voilà. Donc, on va dire un peu naturellement, à partir de cette expérience, on a à un moment donné, surtout sur l'initiative du centre hospitalier d'Orthez, de dire que dorénavant, toutes les réunions d'analyse approfondie d'événements indésirables inter-établissements, on les ferait en sollicitant donc la PRAJ. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, ça s'est d'emblée très bien passé.
effectivement, on avait déjà conscience, comme je vous l'ai dit, des écueils qu'on avait vécu auparavant par rapport à l'organisation et au fait de mener à bien ce type de réunion. Donc là, le fait d'avoir un regard externe, un regard neutre, ça nous a aidé, ça a apaisé, on va dire, les échanges. Et on n'a pas généré de frustration comme peut-être on avait pu en connaître auparavant. Donc c'est ça l'intérêt numéro 1, c'est ce regard neutre, et cet arbitrage, on va dire, dans les débats, pour arriver à s'assurer qu'on fait le tour des questions qu'il faut se poser, qu'on a bien identifié toutes les causes, et que voilà. Parce que vous savez que dans ce genre de réunion, que ce soit inter-établissement ou pas d'ailleurs, au début de la réunion, on a tendance peut-être des fois à tourner un peu autour du pot, à pas oser aborder certaines questions. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir un regard externe, des gens qui sont neutres, qui ne prennent pas parti, qui ont pris connaissance de tous les éléments, parce que bien sûr, comme les intervenants précédents l'ont souligné, dans le fonctionnement, donc pour préparer la réunion, chacun des établissements donc fournit au CK donc, tous les éléments pour pouvoir avoir bien connaissance de ce qui s'est passé et de pouvoir donc réaliser le film, donc c'est-à-dire la description des événements dès le début de la réunion. Voilà. Donc après, une fois que la réunion est lancée, donc il faut qu'on évoque tous les problèmes et que chacun puisse s'exprimer. Et à un moment donné aussi qu'on puisse en faire la synthèse. Qu'on sache si à un moment donné on a fait le tour des choses et que on n'est pas des réunions qui s'éternisent, puisque bon, vous savez bien que pour faire ce genre de réunion, on mobilise beaucoup de professionnels et bon, les gens, leur temps est compté, hein, les médecins, les cadres, les infirmières. Et à un moment donné, il faut savoir mettre fin aux échanges et synthétiser. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons mené donc trois réunions donc inter-établissement avec le CH d'Orthès et on en a encore une autre donc en juin à venir qui va regrouper plusieurs événements en un seul. Et donc c'est quelque chose qui nous satisfait et qu'on va continuer à faire. Voilà. Alors donc j'ai dit au niveau des points forts, c'est ce regard neutre, cette capacité à synthétiser, à mener les débats, mais on va dire sans être en laissant, comment dire, aussi l'initiative aux établissements qui sont partie prenante dans l'analyse de l'événement pour pouvoir donc bien sûr relancer, proposer des thèmes à aborder, mais être comment dire en capacité de recentrer les débats, de poser des questions qu'on n'oserait pas forcément poser ou sur des thématiques qu'on n'oserait pas aborder, et voilà, avec un regard neutre et puis et bienveillant. Alors après, bien sûr, le CK propose donc et réalise donc le compte rendu de l'analyse et propose donc des actions correctrices à mener. Voilà, donc charge ensuite aux établissements de s'entendre sur les plans d'action à mener, sachant que bien sûr ensuite il y aura un suivi puisque les événements ont été partagés, donc il y aura un suivi ensuite de l'ARS sur le devenir des actions correctrices et du plan d'action. Voilà ce que je pouvais dire donc par rapport à notre expérience donc du CK et de la Prage. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. La remarque qu'on se faisait à l'instant, c'était de se dire qu'au final, vous avez eu tous des retours d'expérience complémentaires, parce que vous avez abordé les choses, alors même s'il y a effectivement des points communs, et heureusement, il y a quand même des aspects un peu différents. Là, vous avez parlé des événements inter-établissements, des événements complexes, sur lesquels effectivement
je pense que là aussi, le regard extérieur, la personne extérieure avec le regard neutre peut être tout à fait aidante. Voilà, c'est vraiment ce rôle-là, en plus du soutien méthodologique évidemment, mais c'est ce rôle-là aussi qu'on peut avoir dans notre, lorsqu'on vient vous aider à ces analyses. Vous avez également évoqué à nouveau cette aide de la part d'un expert en fonction de la thématique, qui peut être une aide complémentaire, effectivement, selon certaines spécialités aussi, qui est par exemple l'obstétrique, voilà, où il y en a des spécialités comme ça, où il est extrêmement important d'avoir la présence d'un expert voilà, auprès des professionnels. Et c'est vrai que l'idée c'est-à-dire situer un petit peu la méthodologie, ce film, moi j'aime beaucoup l'image de ce film qu'on reconstitue au final avec les professionnels et sur lequel on revient étape par étape, nous en vous apportant la méthodologie et les professionnels en s'exprimant au final sur ce qu'ils ont vécu, sur la manière dont ils ont fait les choses, pourquoi ils les ont fait comme ça d'ailleurs, donc qui permet vraiment de comprendre ce qui s'est passé et l'importance que chacun puisse s'exprimer. C'est aussi des points que vous avez soulevés qui nous paraissent importants. Et puis là, on va faire le lien, et là aussi, en vous entendant, on rebondissait sur ces événements inter-établissements sur lesquels on est de plus en plus sollicité. Je vous passe la parole au docteur Grenouillet, qui va peut-être rajouter 2 mots sur le sujet. Alors, excusez-moi, parce qu'il n'y a plus de Covid, mais il y a d'autres virus respiratoires. Nous sommes effectivement de plus en plus sollicités pour les analyses inter-établissements, en général le plus souvent dans le même département, mais parfois interdépartementaux, voire interrégionaux. Il se trouve que en faisant un petit travail épidémiologique sur le sujet, on s'est rendu compte que depuis 2020, ces événements étaient de plus en plus souvent signalés et que l'apport de la mission UIGS dans ce type d'analyse, c'est effectivement de favoriser, d'améliorer le lien entre les différents établissements, parce que c'est déjà difficile d'analyser un événement et de contacter les différents professionnels qui ont pris part à l'événement dans son établissement, et quand en plus s'ajoute la difficulté de devoir prendre des contacts avec des personnes qu'on ne connaît pas toujours très bien et dont la structure fonctionne parfois différemment. Dans des situations dramatiques, c'est souvent un obstacle à au bon déroulement de l'analyse et de la mise en place des plans d'action. Et donc le CK, enfin la mission EIGS, peut, dans ces circonstances, faire du lien, accompagner, favoriser les transmissions et l'adaptation des plans d'action en fonction des structures. Et donc, la mission peut effectivement, dans ce domaine, accompagner l'ensemble des équipes dans chacune des structures. Un autre élément que vous avez souligné, c'est la souffrance des intervenants, oui, des équipes dans les établissements au cours d'un événement, parce que bien sûr, le patient, sa famille sont en difficulté, mais effectivement, il y a aussi les soignants. C'est une situation douloureuse pour tout le monde, et le fait d'avoir une réunion d'analyse, d'un accompagnement avec un œil extérieur, y compris d'experts, ça peut améliorer cette expérience de l'événement indésirable et le vécu à long terme, pour permettre de trouver des moyens d'y faire face et que ça ne se renouvelle pas. Pour le patient, quand il survit, pour sa famille, c'est effectivement une expérience très, très, très compliquée. Et dans ce domaine, effectivement, on commence à faire un recueil de leur expérience patient, dont je parlais tout à l'heure, mais ça reste encore assez rare, à part peut-être dans le milieu de la réanimation. Et dans certains services de chirurgie, comme le docteur Rivera le fait à Bayonne, en chirurgie thoracique, il y a un webinaire qui est disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CK, dans un des webinaires de la semaine sécurité patient de novembre dernier, celui sur l'accréditation des équipes médicales.
Donc, il y a des moyens d'apaiser les difficultés que l'on rencontre dans l'analyse ou dans le vécu de l'événement. Et la mission UGS peut être une structure à contacter pour être soutenue lorsqu'il y a des difficultés. J'en profite pour faire de la publicité pour notre formation annonce du dommage associé aux soins qui a eu le 6 juin, qui est aussi une étape qui va permettre à la fois aux équipes administratives, médicales, etc., et de soins, et aux patients et leurs familles de faire face à l'événement et de mieux le comprendre pour en tirer des expériences positives par la suite. Merci beaucoup Marie. On arrive au bout du temps réglementaire de ce webinaire, donc je vous propose juste quelques informations avant de conclure et de remercier nos intervenants. Cette diapo, juste pour vous montrer, si vous ne la connaissez pas, donc sur le site du CECA, la page consacrée à la mission IGS, donc vous êtes dans l'onglet activités et ensuite vous allez sous l'onglet événements indésirables et vous allez trouver donc plein d'informations donc sur la mission IGS, comment nous contacter, le numéro de téléphone, le mail, plein de ressources et notamment les fiches rétex dont parlait tout à l'heure Monsieur Rouma seront sur cette page. Et puis effectivement le docteur Grenouillet a commencé à rappeler, j'aurais pu la mettre ici, la formation du 6 juin. On vous en a mis d'autres également. Parmi toutes celles donc, qui sont disponibles sur notre site. Donc, on a mis celles en lien directement avec l'analyse systémique des événements indésirables, que ce soit en secteur sanitaire ou en secteur médico-social. Donc, vous avez les dates et les lieux d'organisation de ces formations. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous inscrire, rendez-vous sur le site du CECA. Également les formations en lien, cette fois-ci, plus avec la gouvernance autour de la culture de la sécurité des soins, là aussi qu'on soit en secteur sanitaire ou en secteur médico-social. N'hésitez pas à aller voir les fiches pédagogiques et on vous a rappelé ici effectivement que ce sont des formations régionales sans frais d'inscription et vous pouvez inscrire 2 professionnels par établissement à ces formations. Celle-ci qu'on vous a mise sur cette diapositive, celle dont on vient de vous parler du docteur Grenouillet, mais plus globalement toutes celles qui sont sur le site du CECA. Et dernière diapo, les 2 prochains comptoirs qualité proposés par le CECA avant l'été. Donc, je le fais dans le désordre parce qu'après, je parlerai, je laisserai la parole à Muriel pour vous parler du premier webinaire du 2 juin. Moi, je vous parle de celui du 29 juin qui concerne la sécurisation du circuit du médicament dans les établissements et services du médico-social, donc en lien avec l'OMEDIT, voilà, en partenariat avec l'OMEDIT, donc ce webinaire. Donc de la même manière, vous pouvez vous inscrire sur le site du CECA. Je te laisse la parole, Muriel, pour celui du 2 juin. Donc le vendredi 2 juin, à la même heure, 13h30, 14h30, un webinaire qui sera consacré à la prévention du suicide et aussi à des problématiques en lien avec la contention et l'isolement, avec des intervenants de la clinique de Saujon, un intervenant du siège de Cadillac, et Martine Jourdain-Bernard qui a travaillé sur la contention et l'isolement. Mais avant de terminer, je voudrais vraiment remercier très sincèrement Rémi Rouma, Pierre Béricoetier et Laure Bosque pour la qualité, déjà pour votre accueil lorsque pour de ces analyses, la qualité des plans d'action que vous avez mis en œuvre. Et je voulais vraiment citer la dernière analyse à laquelle j'ai participé sur une interétablissement entre Pau et d'autres établissements qui était extrêmement riche, extrêmement bien menée, extrêmement. Moi, j'ai participé en visioconférence et j'étais vraiment très impressionnée par la qualité des échanges justement entre ces différents intervenants de ces différents établissements, et ça se fait avec énormément de bienveillance et beaucoup de richesse et un plan d'action sur les filières, sur quelque chose qui est extrêmement complexe en fait. Et vous avez vraiment participé, enfin vous avez vraiment construit cette réunion de façon très intéressante et très positive. Donc je voulais vraiment saluer tout cela. Voilà, merci encore.
Donc, nous allons clore ce webinaire. Encore une fois, merci beaucoup à nos intervenants. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.